Alors bonjour à tous, dans cette vidéo on va corriger le premier exercice, celui-ci, du TD1, donc introduction à la mesure de Lebesgue. Alors donc qu'est-ce que j'ai demandé ici? Alors on va voir si jamais on a une mesure, on voudrait vérifier quelques éléments, c'est-à-dire que M est monotone, donc si A est inclus dans B, alors M de A est plus petit que M de B. Si jamais il y a un élément A pour lequel la mesure de A est finie, alors M de l'ensemble vide c'est forcément 0. Et enfin, on va démontrer que M est sous-additive. Alors pour l'instant, on est loin d'avoir trouvé une mesure. D'accord, donc il va falloir travailler beaucoup pour ça, mais là, ça nous montre des critères qu'il faudra vérifier pour être une mesure. D'accord, si une mesure vérifie ça, d'accord, bah, toute fonction qui ne vérifie pas ça ne peut pas être une mesure, d'accord, ne peut pas être un candidat pour une mesure. Et donc vous verrez qu'on va définir par mesure extérieure une fonction qui va ressembler un petit peu à tout cela. Voilà, alors allons-y. Donc je vous ai dit ce que c'est qu'une tribu, on verra ça aussi après, mais c'est simplement pour pouvoir avoir des éléments ici de t et savoir que la mesure, on peut la définir sur les éléments de t. Ok, alors allons-y. Donc montrons, donc première étape, M est monotone, c'est-à-dire que si A et B sont deux éléments de T tels que A est inclus dans B, alors M de A est plus petit que M de B. Alors vous voyez que comme j'ai une mesure, hein, et que on m'a dit qu'elle était sigma additive, c'est-à-dire que pour AN, une famille d'éléments de T, 2 à 2 disjoints, M de l'union, ça va être la somme des M de AN, des mesures, quoi, de AN. Donc je vais devoir utiliser cette définition-là. Alors je vais l'utiliser bon, un peu abruptement sans parler de n dans grand N. Hein, je vais faire avec beaucoup moins d'éléments ici. Mais par contre, il va y avoir une petite subtilité. C'est-à-dire qu'il faut quand même que au départ, je sais que A et B sont dans T. D'accord. Et à un moment, je vais faire alors lequel est le plus grand. C'est B, d'accord. Donc je vais utiliser B privé de A, et il faut aussi que je justifie que le B privé de A soit un élément de T pour pouvoir faire la mesure de B privé de A. Ok. Alors pourquoi B privé de A? Parce que B, je vais le couper en deux, je vais avoir la partie donc B privé de A et A, d'accord. Et ça c'est deux parties disjointes, d'accord. Et donc paf, je vais pouvoir utiliser ceci. Donc allons-y, c'est ce que je vais faire. Donc je veux montrer que M de A est plus petit que M de B. Donc on utilise la sigma-activité dans le cas fini ici. Hein. Donc je vais poser B', c'est B privé de A. Donc c'est-à-dire, la notation ensembliste, ça, c'est B inter, le complémentaire de A. Ok. Alors on va vérifier que ce B' est dans T. Pourquoi? Hop, eh bien parce que T est stable par passage au complémentaire. Donc puisque A est dans T, son complément est dans T aussi. Et puis, T est stable par intersection d'éléments, c'est-à-dire, paf, comme B et complémentaire de A sont dans T, l'intersection des deux est encore dans T. Donc B' est dans T. Alors vous voyez ici cet exercice, l'intérêt c'est de montrer, enfin d'utiliser déjà un petit peu les tribus, et donc quand vous introduisez des ensembles que vous manipulez avec les autres, faire des différences symétriques, etc., il faut quand même justifier que ça reste toujours dans l'attribut T. Ok. Et donc maintenant j'ai bien A et B', deux ensembles disjoints, d'accord. Donc deux éléments disjoints de T. T c'est l'ensemble qui contient A, B, etc. Et donc il contient aussi B'. Et donc par sigma additivité, cette fois-ci, je peux faire que A union B', ça c'est deux ensembles disjoints, ça fait bien M de A plus M de B'. Ok. Qu'est-ce que je dis? Je dis que A union B', c'est exactement A union B, d'accord? Puisque B', c'est B privé de A. Donc je le prive de A ici, mais je l'ai quand même ici de l'autre côté de l'union. Ok. Donc j'ai bien cette égalité-là. Et donc, voilà. Et donc comme on a l'inclusion A dans B, A union B, en fait, c'est B. D'accord. Donc on en déduit que A union B', ici, c'est B. Donc j'en déduis que M de B, ici, est égal à M de A plus M de B'. Ok. Je termine en disant quoi? M de B', je ne sais pas du tout ce que c'est, mais de toute façon, M, il a la valeur dans R plus étoile, donc c'est-à-dire il est positif, d'accord. Donc M de B', il est positif, justement. Et donc M de B, c'est M de A plus quelqu'un, donc M de B, il est plus grand que M de A. Et donc j'ai bien déduit que ma fonction M est monotone. Donc ici, à retenir comme technique, ou comme là où il faut faire attention, c'est donc lorsque vous introduisez comme ça B', etc.,
il va falloir justifier que ça reste dans l'attribut ou que j'ai le droit d'utiliser le m de b', d'accord? Et puis sinon, la technique classique qui est, comme m est sigma additive, il va falloir utiliser la sigma additivité. Donc ici, dans le truc, dans le cadre fini, mais donc, voilà, avec m de l'union de deux ensembles disjoints est égal à la somme des mesures. Ensuite, montrons que s'il existe un élément A de t pour lequel la mesure de A est finie, alors la mesure de l'ensemble vide c'est 0. Ok, donc ici l'intérêt c'est de se dire que, alors c'est pas très intéressant d'avoir une mesure qui envoie tous les éléments sur plus infini, vous êtes d'accord? Donc en fait on va chercher plus tard, cette condition-là, elle devrait être vérifiée pour les fonctions qui seront candidates à des mesures ou des mesures extérieures, d'accord? Donc m de vide est égal à 0. Alors c'est pareil, comme on a ça A, on va juste faire ici dans le cadre fini avec A union vide, d'accord? Donc je passe à la correction, paf. Donc je suppose l'existence de A dans T tel que M de A soit plus petit, fini, pardon. Alors par significativité de M en considérant les ensembles A, vide, 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 bon, ou si je veux faire une infinie, ou sinon si je veux en faire deux, je peux mettre M de A union vide, c'est égal à M de A plus M de vide, grâce à la sigma additivité. Et à ce niveau-là, vous devez me dire, mais, on n'a pas démontré que M de vide que vide était forcément un élément de A, d'accord? Vous voyez, c'est très rapide de faire des bêtises. Alors pourquoi? Facile. On sait que A est dans T, d'accord? Enfin facile, il faut y penser quoi. A est dans T, donc son complément est dans T, et comme T est stable par intersection, l'intersection de A et de son complémentaire est dans T, d'accord? Mais l'intersection de A et du complémentaire de A, c'est 0, c'est vide, pardon. Pas 0, attention, vide. Voilà, et donc on sait que vide est dans T. Donc ici, il faut mettre blabla, vide appartient forcément à T, même si c'était pas une hypothèse au départ. Alors en fait, c'était une hypothèse au départ, mais ce que je veux vous montrer, c'est que voilà, on peut le faire autrement. Et en fait, ici, l'hypothèse, on pourrait donc mettre E est dans T ou T non vide, en fait. T différent de vide, d'accord? Vide appartient à T, mais il y a au moins un élément dans T, dans l'attribut. Voilà. D'accord? Puisque si vous avez un élément, vous avez son complémentaire, vous faites l'intersection, et ça vous dit que vide est dedans. Ok? Voilà, donc on a ceci, d'accord? Mais A union vide, c'est A, d'accord? Donc on a que M de A est égal à M de A plus M de vide. Comme M de A est un nombre fini, d'accord? Je peux éliminer ça, et donc ça me fait que M de vide est égal à 0. Alors, vous remarquerez que ici, je utilise l'arithmétique dans R, parce que M, a priori, c'est une fonction qui a valeur dans R plus bar, la droite achevée. Et donc, si jamais c'était plus l'infini ici, plus l'infini est égal à plus l'infini, plus, et puis là, je peux rajouter n'importe quoi, 17, racine de 3, moins 8, d'accord? Dans l'arithmétique de la droite achevée R bar, plus l'infini plus n'importe quel réel fini, lui, ça fait plus l'infini, d'accord? Donc c'est pour ça que je dois éliminer le cas M de A est infini, et donc c'est pour ça que j'ai cette hypothèse au départ, M de A est fini. Alors, troisième question, il faut démontrer que M est sous-additive, c'est-à-dire que si jamais je prends EK une collection dénombrable d'éléments de T quelconque, pas forcément 2 A2 disjoints, alors j'ai cette relation-là, M de l'union des EK est plus petit que M de EK. Donc vous voyez que ça et ça se ressemble beaucoup, sauf qu'ici j'ai besoin qu'il soit 2 A2 disjoints, alors qu'ici je ne l'ai pas, d'accord? Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre donc ma famille EK comme ça dénombrable, d'éléments de T, peu importe. Je vais devoir bricoler à partir d'elle une famille toujours d'éléments de T, mais qui va être, elle, 2 à 2 disjoints. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre E0, ça va être, E'0 si vous voulez, ça va être E0, E'1, ça va être E1 moins E0, et il est toujours dans T parce que on a vu ça ici. E2, ça va être E'2, pardon, ça va être E2 moins l'union de E0 et E1, et ainsi de suite. Donc allons-y. Donc voilà, je considère cette suite-là. Ah, déjà je me suis trompé ici. Attendez. Voilà qui est mieux. Donc E'0, je dis que c'est E0. E'1, c'est E1 moins E0. D'accord? Voilà, comme ça, E'1 et E'0, ils sont bien disjoints, puisque j'ai viré tout ce qui appartenait à lui. Et ben là, je me suis encore trompé, c'est ça? Ouais, décidément. Voilà, c'est rétabli. E'2, c'est E2 moins donc l'union de précédent.
Comme ça, E'2, il est bien disjoint de E'1, puisqu'il était inclus dans E1 et que j'ai viré tout E1. D'accord? Donc j'ai viré en particulier E'1. Et j'ai aussi viré E0, donc j'ai viré E'0. D'accord? Et ainsi de suite. Et donc E'(n), c'est En privé de l'union de tous les EK pour K qui varient entre 1 et n-1. Ok? Alors, comme les EK sont des éléments de T, il s'ensuit que tous les E'(k) sont aussi des éléments de T, donc je n'insiste pas, hein, mais d'accord, quand je fais privé de, c'est l'intersection du complémentaire, donc c'est bien ça. Ok. Comme on fait des unions aussi, bah, on sait que c'est stable par union, donc c'est bon, c'est encore dedans. Bon, on peut le rédiger bien si on veut, mais voilà, là, dans une présentation, je fais ça plutôt rapidement. Et donc, les éléments de cette collection E'(k) sont 2 à 2 disjoints. Et donc, maintenant, E'(k), je peux appliquer la sigma additivité de M. C'est-à-dire, je sais que par sigma additivité de M, M de l'union des E'(k) c'est égal à M de la somme des E'(k). Ok. Pour terminer, qu'est-ce qu'il faut que je dise? Il faut que je dise que l'union des E'(k) c'est la même chose que l'union des EK. Regardez, hein, on se démontre par récurrence. Hein. E'0 c'est pareil que 0, d'accord? L'union E'0, E'1, j'ai E0 union E1 moins E0, j'ai E0 et j'ai union E1, quoi. D'accord? Donc j'ai bien la même chose. Pareil, si jamais je fais après union avec E'2, vous voyez que je rajoute les éléments de E2 que je n'avais pas avant, en fait. Donc c'est la même chose, et ainsi de suite. D'accord? Donc l'union des E'(k), c'est la même chose que l'union des EK. Ok? Et puis, comme on sait que M est monotone, comme les E'(k) sont inclus dans les EK, M de E'(k) c'est plus petit que M de EK. Ok? Donc la somme ici, je peux la majorer par la somme des M de EK, puisque chacun des termes ici est plus grand ou égal à ici. D'accord? Et j'obtiens bien que M de l'union des EK, c'est plus petit que la M de la somme, non, que la somme des M de EK, et donc ceci, c'est la sigma additivité. Voilà, sous-additivité, d'accord, ça. Voilà, alors là, c'est intéressant parce que, en fait, donc, vous allez voir dans le chapitre prochain qu'on va parler de mesures extérieures de Lebesgue, et en fait, on va définir déjà la mesure, donc, avec ce critère-là. Donc, c'est pas la mesure qu'on veut, mais c'est une mesure extérieure, ça sera un petit peu moins fort. Voilà. Et après, on va devoir travailler à partir de ça pour remonter au niveau mesure. Ok? Donc je pense que vous avez compris. Si jamais j'ai une mesure qui vérifie ça, alors elle vérifie forcément ça. Donc je vais m'intéresser à des fonctions qui vérifient cet ensemble-là. Celles qui vérifient ça ont peut-être l'espoir, hein, c'est parmi celles-ci, qu'on a l'espoir de trouver celles qui vont vérifier ça. D'accord? Donc là, ce sera la mesure extérieure. Et puis après, on remontera à mesure via la topologie, ce sera donc plus tard. Voilà pour ce premier exercice.